En avril 1869 va avoir lieu à New York un des procès les plus étranges. Un photographe est accusé de fraude. Il prétend que son appareil est capable de capturer la présence des esprits. Ça fait des années qu'il prend des portraits d'hommes et de femmes qui repartent avec une image d'eux, mais sur laquelle apparaît au développement un ou plusieurs de leurs proches défunts à leur côté. Plus surprenant encore, il va gagner son procès parce que personne n'arrivera à prouver qu'il y a fraude. Nouvelle vidéo spéciale Halloween avec l'histoire incroyable de William H. Mumler, l'homme qui a su photographier les esprits. Alors on va parler en détail de ces événements extraordinaires, mais avant il faut qu'on prenne un petit peu de temps pour parler de l'ère victorienne. Déjà parce que c'est important de comprendre le contexte qui a permis à cette histoire de germer et d'avoir un tel retentissement, mais parce qu'en plus, en tant que chaîne photo, on peut pas ne pas se plonger dans les images de cette époque complètement folle. L'ère victorienne, ça correspond donc au règne de la reine Victoria de 1837 à 1901, en gros tout le 19e siècle, et il faut pas la voir comme étant relative qu'au Royaume-Uni. L'Empire britannique à cette époque, il est global, et leur influence culturelle, c'est l'équivalent des US aujourd'hui. Ce qui se passe chez eux, ça arrive quelques années plus tard dans le monde. On est en plein dans la révolution industrielle, le monde est radicalement en train de changer et on est à l'orée des plus grands bouleversements dans la vie des individus en termes de médecine, de travail, d'habitation, de transport, de courant de pensée, tous les aspects de la vie. Et pendant une période vont se chevaucher cette nouvelle modernité, mais avec la façon dont on vivait avant, façon de vivre qui la rendait courte. Faut essayer de se figurer le taux de mortalité qui subsistait à cette époque. Déjà l'hygiène qui a pris son temps avant de s'améliorer. C'est l'apparition des systèmes complexes d'égouts, de salles de bain et de toilettes séparées, mais avant que ça se mette en place, les pots de chambre et les baignoires étaient encore dans les chambres. Pots de chambre qu'on vidait dans des égouts qui se déversaient dans la Tamise. Tamise qui servait donc à la fois d'évacuation, mais aussi de système d'eau potable. Ouais, parce qu'en ce temps-là, en fait, on croyait que les maladies étaient transmises par les miasmes, donc une transmission par l'air. Pour eux, l'odeur, c'était bien plus dangereux que l'eau en elle-même qui était sans danger à la consommation. Et ça a pris des années avant qu'on comprenne que les vagues d'épidémies continuelles de choléra étaient dues à la consommation d'eau. On pourrait croire que ces problèmes de mortalité étaient relatifs à l'énorme taux de pauvreté de l'époque, mais en fait elles touchaient toutes les strates de la population. Je vais te donner un exemple plus bourgeois. Il y a eu une très grande vague de décès due au vert. Le vert, la couleur verte en fait. C'est la mode des magnifiques tapisseries dans les appartements avec de superbes illustrations dessus, mais pour lesquelles on utilisait très peu de vert, parce qu'en fait les teintures de cette couleur, elles tenaient pas et se ternissaient très très vite. Jusqu'à ce qu'on décide d'utiliser un tout nouveau procédé, inventé quelques décennies plus tôt par un très grand chimiste suédois appelé Carl Scheele, qui permet de fixer la couleur verte. Et alors là, vas-y, la mode est lancée, tout le monde s'y met. Il va falloir un moment avant qu'on fasse le lien entre tout plein de morts mystérieuses et le fait que les défunts avaient refait leur déco un petit peu avant, et encore plus de temps pour comprendre que la peinture contenait de l'arsenic. Bon, en même temps, Scheele est mort à force de respirer et de goûter tout ce qu'il faisait dans son labo, donc ils auraient dû le pré-shot. Bien sûr, c'est pas le seul cas d'empoisonnement par des produits chimiques, à l'époque il y avait aussi beaucoup de plomb, etc. Mais c'est donc évident que dès que la photographie est apparue, elle s'est tournée vers les défunts pour en capturer une dernière fois l'image. J'ai déjà parlé dans ma vidéo précédente spéciale Halloween du courant Memento Mori, qui consiste à se faire prendre en photo avec des personnes de sa famille qui viennent de mourir. Il existait même des pieds spécifiques pour tenir les corps en place pendant qu'on posait à côté. On photographiait aussi beaucoup la catégorie démographique la plus fragile, celle dont les victimes étaient les plus nombreuses, les enfants, pour majoritairement des problèmes d'hygiène, le lait non pasteurisé, ou c'était aussi l'époque des premiers biberons qui commençaient à arriver, mais ils étaient en liège et en caoutchouc, donc ce qui favorise l'apparition des bactéries. Donc c'était très difficile pour un bébé de dépasser les 2-3 ans. Et c'est très dur pour nous d'imaginer le schéma mental des gens de l'époque qui évitaient le plus possible de s'attacher aux nourrissons. Vraiment, c'était genre oh non, encore un kékané, bon enlève ta culotte, c'est moi qui pilote, on va en faire un autre, allez. Si tu survivais à tes premières années et que tu avais le malheur de naître dans un environnement pauvre, s'ajoutait à ça le travail des enfants, légal et même conventionnel en ce temps-là, qui réduisait considérablement ton espérance de vie. Ouais. Autre temps, autre mœurs. Regarde cette image de cette adorable petite fille. Ce qui est fou, c'est que quand elle sera grande, elle va devenir le président des États-Unis, Franklin Roosevelt. À l'époque, toujours à cause de la mortalité infantile, on ne genrait pas les enfants. Je sais pas si c'est encore un sujet aujourd'hui. On la mettait tous et toutes cette robe blanche parce que c'était plus facile pour changer les couches. Garçon ou fille, on ne coupait pas les cheveux non plus. Pourquoi faire?
C'est vers les 6 ou 7 ans qu'il y avait une petite fête qu'on appelait le breaching, de breeches, c'est le nom des pantalons à cette époque, hein. Hey, dis donc, mais t'as survécu jusque-là, toi? Et bah écoute, tiens, en fait, t'es un garçon, voilà un futal, on t'en a pris un rose. Oui, parce que pour ceux qui pouvaient se le permettre, hein, si on achetait des vêtements de couleur, on était encore à l'époque, et ce depuis plusieurs siècles, hein, où le rose, c'était la couleur des bonhommes, alors que le bleu, c'est une couleur plus sensible, c'était attribué aux femmes. Voilà, la bonne époque où les hommes étaient encore des hommes, hein. On était chouette avec nos petites robes à froufrou. Avec une telle omniprésence de la mort dans le quotidien, où juste être vivant, c'est comme avoir gagné à la loterie, c'est assez facile de comprendre comment et pourquoi le spiritisme, tel qu'on le connaît, tel qu'on l'entend, est né à cette période. Alors c'est plus difficile d'en déterminer vraiment les origines en tant que phénomène, hein, probablement aux US, hein, où en plus de la mortalité générale, il y avait la guerre civile aussi qui décimait la population, donc tout le monde perdait des proches et il y avait vraiment un fort besoin de rester connecté à eux. Fun fact quand même, il y a beaucoup de gens qui attribuent aussi la naissance du spiritisme plutôt en France, et je vais dire même ici à Lyon, avec le succès du médium Allan Kardec. Mais bon, d'où que ça vienne, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a un tel désir de toutes ces personnes affligées par le deuil, un tel besoin de religiosité, à une époque où les croyances et les superstitions sont encore très présents, qu'on va commencer à croire que non seulement les esprits restent avec nous, mais qu'il est possible de communiquer avec eux. Partout commencent à se développer des salons où on fait tourner les tables, on pose des questions aux fantômes. Et la concomitance de ces croyances avec le tout nouvel essor des sciences et des grandes découvertes va faire qu'on va chercher par tous les moyens à prouver, mais surtout à communiquer avec les défunts grâce aux nouvelles technologies. Et une de ces technologies qui vient tout juste d'apparaître dans les années 1820-1830, c'est la photographie. On est en octobre 1860 à Boston, et James Wallace Black, qui n'est pas un personnage de Harry Potter, hein, mais un respectable photographe, se prépare à essayer de rentrer dans l'histoire. Il a fait appel à son gars sûr, Samuel Archer King, expert en ballon, ballon dans le sens montgolfière, hein. Et par ce frisquet petit matin, ils vont s'envoler à deux à plus de 1200 pieds du sol, ce qui fait à peu près 365 mètres, hein, puisque nous, comme tous les gens civilisés, on utilise le système métrique. Et du haut de son ballon, Black va pouvoir faire la toute première photo aérienne. Voilà, prend sa DJI Yann Arthus Bertrand en PLS. Enfin, première photo aérienne aux États-Unis et qu'on a pu conserver, parce qu'il semblerait que, là encore, cocorico, la toute première soit française et qu'elle a été prise par le célèbre photographe Nadar, qui était lui aussi passionné de ballon, et il en aurait fait une en 1858, donc 2 ans avant, mais malheureusement aucune photo a survécu à l'histoire. Cette photo de Boston vue du ciel est donc la toute première image aérienne qui est parvenue jusqu'à nous. Elle montre à quel point la photographie naissante est un bouleversement, et que cette nouvelle technologie est capable de nous apporter de nouveaux points de vue, au-delà de la hauteur d'homme, mais aussi dans les perspectives individuelles. Black réalise pas qu'il vient véritablement de modifier l'histoire. Je te parle pas des 150 ans que ça prendra pour que ça devienne un courant artistique sur Instagram, non. En fait, il vient de changer toutes les stratégies militaires qui vont suivre. Et ça, ce sera ça, la première application des photos aériennes. La guerre. Ouais. Bon, mais avant ça, James, lui, il s'attend juste à devenir une star, parce qu'il a eu l'idée du siècle. Non. En fait, il y a 2-3 journaux qui en parlent, vite fait, pour dire ouais, c'est sympa. Mais manifestement, c'est pas ce genre de photographie qui fait les gros titres. Quelques temps plus tard, une personne vient voir Black dans son studio pour recourir à son expertise. Bon, parce qu'après tout, il est quand même passé dans le journal, et puis il a 20 ans de métier. Donc cette personne veut lui montrer une photographie avec un fantôme. Et il veut comprendre s'il y a une astuce technique qui permettrait de faire ça, ou si c'est réel. Bon, alors je te dis tout de suite, James, tu vas pas lui faire. Bien sûr qu'il connaît le truc. À cette époque, on fait que des poses longues. Et les plaques de verre qu'on utilise comme surface sensible, elles le sont très peu, justement, sensibles. Donc, qui dit pose longue dit que le moindre mouvement va être capturé par l'appareil. Et si on reste pas suffisamment longtemps dans le cadre, on aura même seulement une image fantomatique. À nouveau, la photographie, elle vient de naître. Donc, pour le grand public, ce phénomène-là, il n'est pas encore du tout connu, ni même compris. Donc, c'est normal qu'on se pose des questions. Et seulement, c'est pas du tout ce qu'il va voir sur la photo qu'on lui tend. Il comprend pas ce qu'il a devant lui. Et il va devenir obsédé à l'idée de trouver les réponses. Il demande qui a pris cette image, et c'est là qu'il va entendre pour la première fois le nom de William H. Mumler. Black, il a un plan, tu vois, il va d'abord demander à son assistant, Horace Weston, d'aller voir en soum-soum ce fameux photographe, là, tu vois, genre en mission d'infiltration. Les rumeurs que Mumler est capable de photographier les esprits, elles commencent tout juste à se répandre dans la ville,
Et il va se faire donc passer pour un client lambda, pour un sitting, donc une séance portrait. Pas de problème, Mumler, il a l'air d'être un gars très sympathique, très affable. Donc voilà, il l'installe dans son studio, il prend son portrait, il le développe, il lui tend l'image, et là Weston, il perd son souffle. Derrière lui se tient une silhouette fantomatique, et il la reconnaît tout de suite, c'est son père défunt. Alors attends, Weston, ça fait un moment que c'est l'assistant de Black, hein. Il a de la bouteille lui aussi, mais pourtant, il comprend pas ce qui s'est passé. Donc il joue carte sur table, il lui avoue tout, il lui dit que s'il autorise son patron à venir se faire prendre son portrait, à regarder comment il le fait, et qu'il obtient aussi un fantôme, on lui filera 50 $, une très bonne somme à l'époque. Pour Mumler, ok, pas de problème. Black, tu te doutes bien, il déboule quelques jours plus tard, il est ultra chaud, il veut comprendre. Mumler l'accueille, il est toujours très souriant, il lui aurait même dit exactement « Monsieur Black, j'ai entendu parler de votre offre généreuse, pas de problème, allez-y, tout ce que je peux vous dire, c'est soyez méticuleux dans vos investigations. » Traduction, vas-y à fond cousin, je crains des gains. Black est déter. Tu l'as celle-là? Black est déter. Je m'en fous, je la garde. Bref, Black, ouais t'inquiète paupiette, je vais pas te lâcher. Bon, j'avoue, je modernise un petit peu le dialogue, hein, mais c'est pour que tu vois à peu près la teneur de ce qui se dit. Il va commencer par inspecter minutieusement la plaque de verre qui va être utilisée. Oui, rappelle, la pellicule sera inventée bien plus tard par Eastman, hein, à cette époque, on utilise des plaques de verre qu'on introduit dans la chambre, après qu'on ait étalé dessus une émulsion photographique photosensible. Black ne va pas lâcher des yeux cette plaque, une seule seconde désormais. Il s'installe, il pose quelques minutes et après il suit Mumler dans la chambre noire sans le quitter des yeux un seul instant. L'autre il va lui proposer de développer lui-même la photo, mais pas folle la guêpe, hein, lui il refuse, il veut voir comment il fait. Bah il fait comme tout le monde apparemment, hein, il met son petit révélateur dessus là et petit à petit la silhouette de Black se dessine, petit à petit, et là une autre forme émerge derrière lui, une main sur son épaule. Black est totalement estomaqué. Il va pas s'apesantir pour dire qui lui évoque la silhouette, il prend la photo, s'en va, totalement convaincu qu'il vient d'assister à quelque chose d'inexplicable et que Mumler est bien capable de capter des images de l'au-delà. Mumler, ce bâtard qui va pousser le vice jusqu'à refuser la somme promise et lui offrir gratuitement la photo, ça c'est smart, tu vois. Comme les dealers, tu sais. La première fois c'est gratuit, frère. Et après tout, pourquoi il aurait pris l'argent? Avec ce coup de force, il le sait, sa légende est en train de naître. Mumler naît dans les années 1830 et rien ne le prédestinait à devenir photographe des esprits. À la base, il se spécialise plutôt dans la gravure sur bijoux. Mais tout va changer avec sa rencontre avec une femme, Anna Green. Petit aparté, tu me connais, il faut comprendre l'importance des femmes dans l'émergence du mouvement spirit. Alors parce que les femmes ont une sensibilité supérieure, une connexion plus forte que les hommes avec la vie et la mort. L'explication c'est surtout que les femmes avaient une relation plus directe encore avec le deuil, puisque comme dans la majorité de l'histoire, c'est la quasi-totalité des hommes qui mouraient par des conditions de travail difficiles ou qui allaient mourir à la guerre. Et d'un autre côté, c'était aussi très dur pour elles psychologiquement de se dire que leur nouveau-né allait, en plus de disparaître, être condamné à l'enfer éternel par l'Église, simplement parce que la plupart des enfants mouraient avoir eu le temps de se faire baptiser. Il y avait donc un très fort besoin de garder un contact avec les disparus. Et il y a aussi des études très intéressantes qui expliquent que le spiritisme a une très forte connexion avec les premières heures du féminisme, puisqu'il a permis à des femmes, médiums, dans des salons spirites, etc., et de pouvoir s'exprimer sur des sujets de société, voire de politique, à une époque où elles n'avaient pas vraiment la possibilité de le faire, sous couvert de parler par la voix des esprits. Bon, revenons à Anna Green donc. Après un premier mariage raté, elle s'installe à son compte, d'abord en tant que hairstyliste, puis bijoutière, et enfin elle ouvre un studio de photographie, une prouesse pour une femme à l'époque. Après son mariage avec William, devenu Madame Mumler, elle va passer la gestion du studio à son mari et se consacrer à sa destinée en devenant médium, ou plutôt physicienne clairvoyante, comme le stipule sa carte de visite. Un jour, alors que Mumler il est en train de faire des tests dans son studio, à essayer de trouver les réglages parfaits, il prend un autoportrait, et là, surprise, alors qu'il est tout seul dans la pièce, il n'est pas sur l'image. D'abord, évidemment qu'il est sceptique, hein. Est-ce que la plaque de verre utilisée est bien propre? C'est peut-être une erreur? Non. Il y a bien une jeune fille sur la photographie, et rien ne l'explique. À moins que elle ressemble
vachement à cette jeune cousine, morte il y a plusieurs années de ça. Quelques temps plus tard, lorsqu'il reprend des photos de sa clientèle, alors qu'il fait rien de particulier avec son appareil photo, apparaît de temps en temps des silhouettes fantomatiques, et qui ressemblent à s'y méprendre à des proches décédés des personnes photographiées. Est-ce que c'est possible? William, lui, il le sait, il pense pas avoir un pouvoir quelconque. Est-ce que ça vient de l'appareil? Il n'y a rien de particulier. Mais sa femme, qui dans le salon juste à côté communique avec l'au-delà, est-ce qu'elle pourrait pas servir de batterie, de catalyseur qui permettrait de rassembler les énergies spirituelles et que cet appareil photo serait capable de capter quand nos yeux en sont pas capables? C'est un mystère, une énigme dont il est possible qu'on n'ait jamais les réponses, peut-être parce qu'il est des choses que les connaissances humaines ne sont peut-être pas censées approcher. C'est un mystère, mais surtout, c'est une putain d'opportunité de business! Allez, tout a dit balouche remballe, désormais William, il va vendre ses portraits 10$ pièce, parce que t'as quand même une chance que dessus, il y a un être cher qui va apparaître. Alors pas tout le temps, souvent mais pas toujours, c'est qui décide? Eh ben c'est les fantômes, hein. Des fois ils viennent pas. Le succès est croissant, le mot se répand, l'enquête de Black a rien donné, les journaux commencent à parler de ses pouvoirs. Alors bien sûr, il y a quelques voix dissonantes, hein. On l'accuse de réutiliser ses négatifs, ou de faire de la double expo, qui commence à être connu un petit peu comme procédé pour créer des fausses images de fantômes. Eh William, t'inquiète, moi je le sais, j'ai une chaîne YouTube, quoi que tu fasses, t'as toujours des haters. Donc bien sûr que les jaloux vont dire Photoshop, mais toi et moi on sait, hein. Qui viennent prouver ce qu'ils disent. En 1869, le couple Mumler décide de quitter Boston pour New York, Big Apple, parce qu'ils se disent que là-bas ils vont pouvoir faire 10 fois plus de thunes, qu'ils vont pouvoir aider 10 fois plus de gens à reconnecter avec leurs proches. Mais ils s'attendent pas au terrible procès qui va leur être fait. Et ils s'attendent surtout pas à trouver devant eux un adversaire bien plus retors, bien plus méticuleux que ne l'était James Wallace Black. Ils vont devoir affronter The Greatest Showman himself, P.T. Barnum. P.T. Barnum, tu connais forcément ce nom d'une manière ou d'une autre. Peut-être que tu as vu le film là, en 2017 justement intitulé The Greatest Showman, où il y a Wolverine qui chante. Bon, si c'est juste ça que t'as vu du personnage, oublie, hein, déjà parce qu'il ressemblait pas trop à Wolverine, et que sa vie a été 10 fois plus dingue, plus complexe et plus intrigante qu'une comédie musicale avec Wolverine, qui chante. Cette vidéo, elle est pas sur Barnum, hein, et comme je l'ai dit, sa vie, elle est très complexe. Pas que des choses extrêmement positives à en dire, hein. À une époque où l'esclavage aux États-Unis était encore présent, le racisme très fort, tu vois, où... Enfin bon, je vais te laisser te faire tes propres recherches, hein, pour te forger ta propre opinion. Mais ce qu'il faut retenir ici, c'est que Barnum, oui, il a inventé le plus grand cirque du monde, mais aussi les freak shows. Tiens, voilà un bon film, un grand film, Freaks, dont le titre en français c'est Barnum. Mais on l'a aussi retenu dans l'histoire pour son art du mensonge, de la supercherie, pour sa connaissance de la psychologie humaine et sa capacité à la manipuler, à un point que certains lui attribuent même la naissance de la publicité. Alors c'est surtout parce qu'il savait créer des grands événements pour faire parler de lui. En fait, il a surtout inventé le buzz. Tout mensonge est acceptable du moment que le public en a pour son argent. C'est ça, son credo. Tu connais peut-être aussi l'effet Barnum, hein, qui a été nommé comme ça en son hommage, parce qu'il y avait un spectacle où il faisait de la lecture à froid. L'effet Barnum, c'est ce biais cognitif qu'on a tous et où on se reconnaît personnellement dans n'importe quelle description un petit peu vague qui a l'aspect de la précision. Par exemple, toi, je le sais, t'es quelqu'un qui a besoin d'être admiré et respecté, ce qui fait que t'es souvent critique avec toi-même. Et moi j'entends ça, je me dis mais waouh, c'est tellement moi. En même temps, je suis un vrai Capricorne. Mais voilà, après si je vais lire le thème astral de quelqu'un qui est Bélier, il y a des chances que je dis hey, mais c'est tellement moi. Taureau, hey, mais c'est moi. Tu vas te reconnaître à chaque fois, Lion, Balance, Poisson, Cancer. Bon, non, j'avoue les cancers, ils sont un petit peu particuliers quand même, hein.
Bref, ça peut correspondre à tout le monde, mais on va s'identifier nous. Et ce biais, il est surexploité dans la voyance, l'astrologie, le mentalisme, la politique. Chaque minute naît un nouveau gogo. C'est sans doute la citation la plus célèbre de Barnum. Mais un gogo, lui, c'en est pas un. Et ce qu'il aime le plus, c'est d'aller débunker, non pas ceux qui arnaquent les autres, mais disons ceux qui n'ont pas la décence de le faire sous l'étiquette du show business. Donc on est là, Mumler et sa femme arrivent à New York, et je pense pas qu'ils s'attendaient à cet accueil-là. Parce que si à Boston on avait commencé à les chahuter un petit peu, leur réputation les a un peu précédés ici, et William se fait directement arrêter. En avril 1869 va être intenté contre lui notre fameux procès pour fraude. Le juge va faire défiler toute une cohorte d'experts pour essayer d'expliquer la façon dont Mumler procède, dont parmi eux notre ami Barnum, expert en gogo et manipulation. La défense de Mumler, elle est simple. Il prétend pas posséder des pouvoirs. Ces photos sont juste ce qu'elles sont. Il va utiliser le même genre d'argument qu'on utilise encore aujourd'hui pour expliquer tout et n'importe quoi. C'est scientifique, frère. La science, elle est toute nouvelle et c'est sûr que bientôt, elle va prouver l'existence du monde spirituel. On ne sait pas encore tout. Et la photographie, c'est une technologie très nouvelle aussi. Il va évoquer des études qui suggèrent que les émulsions chimiques sont capables de capter, en plus de la lumière, les perturbations émises par les résidus des esprits au travers du spectre ultraviolet, blablabla. Bon, en fait, c'est un peu l'équivalent aujourd'hui de dire que des cailloux ou des gemmes, ça peut t'apporter santé et bonheur, parce qu'en fait, elles agissent sur le champ quantique. Et qu'on comprend pas tout, parce que c'est compliqué, la physique quantique, oui. Donc on sait pas tout. Bref, l'argument du... Le truc, c'est qu'on sait reproduire ce qu'il fait Mumler. Barnum va même présenter une photo de lui au juré avec le fantôme de Lincoln. En fait, il suffit d'utiliser 2 plaques de verre dont l'une a été préalablement exposée. Seulement, il a été démontré qu'il n'utilise qu'une seule plaque de verre. Bah, pas de souci, Barnum va lister au moins 9 façons dont il aurait pu procéder pour le faire de différentes façons. Je pense qu'il avait vraiment la rage de ne pas avoir pensé à cette idée de business avant Mumler. Mais il n'y a pas que l'aspect technique qui est remis en cause. Les fantômes apparaissent pas tout le temps, mais c'est aussi rarement ceux à qui les gens s'attendent. Là t'es triste, tu t'attends à voir ton mari disparu, et puis non, je sais pas, attends, regarde bien, t'es sûr? Ah oui, ou alors attends, c'est peut-être ce cousin perdu il y a longtemps, peut-être bien. Ah mais si, en fait c'est sûr c'est lui. Ou alors, c'est bien les personnes à qui on s'attend, celles dont on avait déjà parlé avec la femme de Mumler, dans son salon de médium à côté, et à qui on avait déjà parfaitement décrit la personne. On va parler à la barre du cas de cette femme à qui son frère disparu durant la guerre civile est apparu sur un portrait avec elle. Elle en est sûre, elle l'a reconnu. Frère qui est réapparu miraculeusement bien vivant quelques temps plus tard. À propos de vivant, cette photo de cet homme auquel est apparue l'image de sa femme, et là il n'y a aucun doute, c'est bien sa femme. Sauf que, bah oui, en même temps sa femme elle est toujours vivante. Et oups, elle était venue se faire tirer le portrait chez Mumler quelques semaines auparavant. Certains experts ont essayé même de prouver que Mumler était allé jusqu'à s'infiltrer chez des gens pour voler ou observer des photos de leurs proches afin de pouvoir les reproduire ou peut-être trouver des gens qui y ressembleraient. On a aussi attaqué le business que Mumler en faisait. Déjà à 10 $ le portrait, c'est une somme rondelette. Et puis il allait jusqu'à faire ça par correspondance. Genre tu lui envoies des photos de toi pour qu'il les reprenne en photo, et ben les esprits ils se déplacent quand même pour poser dessus. C'est vraiment très sympa de leur part. C'est fou, j'ai l'impression que les escrocs d'aujourd'hui ils ont rien inventé en fait. Mais bref, il paraîtrait que Mumler était si puissant qu'il était capable de réparer ton ordinateur à distance grâce à la puissance de la magie de la forêt africaine. Balèze. Mais blague à part, le plus fou, c'est sans doute le résultat du procès au final. Mumler a été acquitté. Oui, il y a 1000 façons dont il aurait pu falsifier ça, mais personne n'a pu trouver précisément laquelle. Et le jury a spécifié une chose on ne peut plus intéressante ensuite. La photographie est très récente, on ne sait pas tout. Prendre des images des gens, il y a encore 100 ans, on aurait pu penser que c'était de la magie. C'est fou les parallèles qu'on peut faire avec aujourd'hui, nos biais mentaux sont les mêmes quelle que soit l'époque, peu importe qu'on puisse le faire de manière totalement naturelle, sans intervention du mystique, juste avec quelques astuces, parce que peut-être que lui, eh ben il l'a vraiment fait. Et c'est dingue parce que à ce jour, on sait toujours pas précisément comment il a fait. Ça tient surtout au fait qu'il y avait effectivement plein de façons de le faire et qu'il a sûrement mixé plusieurs techniques. Enfin, sauf si tu crois qu'il a vraiment capturé des esprits. T'as compris que personnellement, moi je mettrais pas un billet là-dessus, mais t'es libre de croire ce que tu veux, parce qu'au final, peut-être que lui, c'était vrai. Mais je pense que la vérité est rarement à chercher ailleurs que ça. Notre interprétation du réel
est jamais dirigée vers ce qui serait logique de croire en fonction des éléments à notre disposition. Elle est toujours dirigée vers ce qu'on a envie de croire. Alors, est-ce que c'est ma conclusion? Non, reste pour le plot twist final, il est dingue. T'avais peut-être déjà entendu parler de cette histoire ou entrevu des photos sur le net, mais il y a un élément de la vie de Mumler, après ce procès, dont personne parle et qui est encore plus fou. Tu penses sans doute que je vais te parler de la photo qui a eu le plus d'écho dans la carrière de Mumler et qui a fait qu'on a retenu son nom jusqu'à aujourd'hui. Après leur procès, les Mumler quittent New York pour retourner à Boston, où ils vont continuer quelques années le commerce des photos de fantômes, parce qu'il n'y a pas de mauvaise publicité, au contraire, la clientèle ne désemplit pas. Un jour, on est au début des années 70, les années 70 du 19e siècle, une certaine Madame Tundal vient les voir pour un portrait. Mumler n'est pas censé savoir qui elle est. La personne qui apparaît alors sur l'image, l'ancien président des États-Unis, mort il y a juste quelques années. La dame, qui avait donné un faux nom, c'est en fait Mary Todd Lincoln, et qui restera persuadée que c'est bien son défunt mari qui apparaît à ses côtés. Eh ben, c'est pas du tout ça qui m'intéresse. Petit à petit, Mumler s'est éloigné des photos d'esprit, et passionné par l'expérimentation de la chimie et des procédés photographiques, tiens donc, il va finir par inventer le Mumler Process. Je te passe les détails parce que c'est assez complexe, mais c'est une révolution dans la galvanotypie. En gros, en grande partie grâce à lui, il est désormais possible de répliquer des photographies dans l'imprimerie papier. C'est plus seulement des dessins, des gravures, ce sont désormais des photographies qu'on peut imprimer en grande quantité dans les journaux ou les magazines. Et ça, grâce à Mumler, l'homme qui photographiait les esprits, ou au choix le charlatan expert en falsification d'images, est un des pionniers qui ont permis l'émergence du monde d'aujourd'hui, où l'omniprésence de la photographie et de l'image façonne notre vision de la réalité. Je crois que j'ai 1 million de choses à dire à ce sujet, mais je vais te laisser te faire ta propre opinion. Mumler meurt en 1884, après avoir permis de transformer le monde en une société de l'image. Mais on retiendra de lui qu'il a pris en photo le fantôme de Lincoln. Si c'est la première fois que tu tombes sur cette chaîne, pense à pas forcément t'abonner, c'est une chaîne photo. Donc voilà, je parle pas du paranormal en général, donc là c'est juste parce que c'est la période. À la rigueur, si tu cherches à frissonner, tu peux aller voir cette vidéo. Les autres, nous on se retrouve très vite. See you mate, keep on creating et joyeux Halloween.